Tu ne es même pas digne de lui cirer les chaussures, a dit ma mère devant tout le monde. J'ai répondu, alors, demandez-lui de payer tes factures. Personne n'a bougé. Ma sœur s'est figée. Je m'appelle Noël et à 32 ans, je me sens enfin accompli. Après des années de lutte pour tracer ma propre voie, j'ai maintenant un superbe appartement, un poste de direction dans une grande société financière à la Défense, et une stabilité financière. Mais ma mère, Éléonore, ne voit jamais rien de tout cela. Pour elle, je serai toujours la seconde, loin derrière ma sœur, Vanessa. Quand elle m'a invité à son dîner d'anniversaire pour ses 60 ans, je savais que des ennuis se préparaient. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle me pousse à bout devant tout le monde. Grandir avec Éléonore comme mère, c'était comme marcher sur des œufs chaque jour. Mon père, Thomas, et elle ont divorcé quand j'avais 8 ans, laissant Vanessa avec seulement 3 ans. Même avant le divorce, il y avait toujours de la tension à la maison. Papa travaillait de longues heures dans son entreprise de BTP pendant que maman gérait une petite boutique de vêtements en centre-ville. Ils se disputaient constamment à propos d'argent, de temps, de tout. Après le divorce, nos vies ont radicalement changé. Ce dont je me souviens le plus, c'est à quel point Éléonore a changé envers moi. Avant, elle avait été stricte mais juste. Après, elle est devenue hyper critique, surtout en me comparant à Vanessa. Regarde comme Vanessa range bien ses jouets, disait-elle, ignorant que je venais de nettoyer toute la cuisine à 9 ans. Pourquoi ne peux-tu pas être aussi douce que ta sœur, demandait-elle quand j'exprimais une opinion ou un désaccord. Les comparaisons étaient sans fin et épuisantes. Éléonore attendait de moi la perfection dans tous les domaines, d'excellentes notes, une apparence impeccable et des compétences sociales irréprochables. Pendant ce temps, Vanessa ne pouvait rien faire de mal. Si elle ramenait des notes moyennes, Éléonore louait ses efforts. Si je ramenais que des très bonnes notes avec un seul 16/20, on m'interrogeait pendant des heures sur ce qui n'allait pas. Je me souviens d'une réunion parents-professeurs particulière quand j'avais 12 ans. Ma professeure de sciences a dit à ma mère que j'étais l'une des élèves les plus brillantes qu'elle ait jamais eues. Au lieu de fierté, Éléonore a répondu, elle ne s'applique jamais à la maison. Vous devriez voir le désordre dans sa chambre. La professeure a semblé choquée, mais j'y étais habitué. La critique en public est devenue si normale que j'ai appris à me préparer chaque fois qu'Éléonore ouvrait la bouche devant les autres. Pour ne rien arranger, mon père a pratiquement disparu de nos vies après le divorce. Il a déménagé à plusieurs centaines de kilomètres pour un nouveau travail et ne venait que rarement. Les chèques de pension alimentaire sont devenus de plus en plus sporadiques jusqu'à ce qu'ils cessent complètement quand j'avais 13 ans. Il a cessé de payer et malgré les ordonnances du tribunal, il n'a jamais rattrapé son retard. Cela a mis une pression financière énorme sur Éléonore, qui me le rappelait quotidiennement. Sais-tu à quel point je travaille dur pour garder un toit sur vos têtes, est devenu son refrain constant chaque fois que je demandais quelque chose, même des choses essentielles comme des fournitures scolaires ou de nouvelles chaussures quand les miennes avaient des trous. Le fardeau financier a rendu Éléonore amère, et je suis devenu la cible de la plupart de ses frustrations. Vanessa, étant plus jeune et naturellement plus affectueuse, était à l'abri de cette réalité. Je suis devenu à la fois le bouc émissaire et la mère de substitution, préparant les repas, aidant aux devoirs et assumant des responsabilités ménagères bien au-delà de mon âge. Chaque soir, je me couchais en me demandant ce que je pouvais faire différemment pour que ma mère m'aime comme elle aimait Vanessa. J'ai essayé d'être parfaite à l'école, de faire des corvées supplémentaires, même de changer ma façon de m'habiller et de parler pour lui plaire. Rien ne fonctionnait. La barre ne cessait de monter et mes efforts n'étaient jamais reconnus. Ma seule alliée pendant ces années difficiles était ma grand-mère Marthe, la mère de ma mère. Grand-mère Marthe vivait à environ 30 minutes de route et passer les week-ends chez elle est devenue mon évasion. Contrairement à Éléonore, mamie me voyait pour qui j'étais. Elle louait mon intelligence, encourageait mes intérêts et, surtout, elle écoutait. Ta mère a des difficultés, Noël, m'a-t-elle dit un jour alors que nous préparions des biscuits dans sa petite cuisine chaleureuse. Mais cela n'excuse pas la façon dont elle te traite. N'oublie pas que ces limites ne sont pas de ta faute. Grand-mère Marthe avait été comptable pendant 40 ans avant de prendre sa retraite, et c'est elle qui a la première remarqué mon aptitude pour les chiffres. Elle me donnait des énigmes et des jeux de mathématiques, se réjouissant de la rapidité avec laquelle je les résolvais. Tu as un don, disait-elle. Un jour, tu l'utiliseras pour construire une vie qui t'appartienne entièrement. Ces mots sont devenus ma bouée de sauvetage pendant les jours les plus difficiles. Quand Éléonore me disait que j'étais trop maladroite, trop têtue ou trop rêveuse,
j'entendais plutôt la voix de grand-mère Marthe me rappelant ma valeur. Au moment d'entrer au lycée, j'avais développé une carapace protectrice. J'ai consacré mon énergie aux études et aux activités extrascolaires qui me tenaient éloigné de la maison. J'ai rejoint le club de débat, le club de maths et j'ai pris des cours avancés. Mes professeurs sont devenus mes mentors, voyant en moi un potentiel que ma propre mère refusait de reconnaître. Mais même lorsque j'accumulais les réussites, les bourses et les reconnaissances, Éléonore trouvait des moyens de les diminuer. Quand j'ai été nommé major de ma promotion, elle a fait remarquer que c'était seulement parce que c'était un petit lycée. Quand j'ai remporté un concours de mathématiques régional, elle s'est demandé à voix haute pourquoi je ne pouvais pas mettre autant d'efforts dans mon apparence. Vanessa, quant à elle, a grandi en se prélassant dans l'approbation constante d'Éléonore. Elle s'est habituée aux éloges sans réussite et aux récompenses sans effort. Au lycée, elle avait des difficultés scolaires mais excellait socialement. Elle était très populaire et savait exactement comment manipuler notre mère pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Je n'en voulais pas à Vanessa pour cela. Comment aurais-je pu? Elle ne faisait que répondre à la dynamique familiale qu'Éléonore avait créée. Ce qui faisait plus mal, c'était de la voir absorber la vision déformée que notre mère avait de moi. À 14 ans, Vanessa avait commencé à imiter l'attitude dédaigneuse d'Éléonore, levant les yeux au ciel quand je parlais et faisant des remarques blessantes sur mon apparence ou mes intérêts. Malgré tout, je me suis accroché à la confiance que grand-mère Marthe avait en moi comme un talisman. J'ai étudié pour le bac avec une détermination sans faille, j'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver et j'ai rêvé du jour où je partirais à l'université. La liberté était à l'horizon et je comptais les jours, gardant mes projets secrets jusqu'au tout dernier moment. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai reçu une bourse d'excellence complète pour étudier la comptabilité dans une université prestigieuse à 800 km de là. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et d'effroi. La bourse était mon billet pour la liberté, mais je savais qu'Éléonore ne me soutiendrait pas. J'avais raison. Quand j'ai annoncé mes projets au dîner, Éléonore a pratiquement jeté sa fourchette. « Tu te crois trop bien pour la fac locale ?» a-t-elle exigé, faisant référence à l'université à seulement 20 minutes de chez nous. Typique de Noël, toujours à se croire spécial. « Maman, c'est une bourse complète », ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix stable. « C'est une opportunité incroyable. » Et ta sœur? Et moi? Qui aidera à la maison? Qui conduira Vanessa à ses activités? As-tu pensé à quelqu'un d'autre qu'à toi-même? Vanessa est restée silencieuse pendant cet échange, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. À 17 ans, elle était devenue l'alliée parfaite d'Éléonore, prête à souligner mon égoïsme chaque fois que nécessaire. Tu vas tellement manquer à Vanessa, a ajouté Éléonore, bien que Vanessa elle-même n'ait rien dit de tel. La dispute s'est envenimée, Éléonore énumérant toutes les façons dont mon départ la surchargerait. Elle a souligné à quel point l'université serait chère au-delà des frais de scolarité, à quel point j'étais naïf sur le monde réel et comment j'allais probablement échouer et revenir en rampant à la maison de toute façon. Tu n'as jamais vécu loin de la maison, a-t-elle dit. Tu peux à peine prendre soin de toi. C'est une erreur que tu vas regretter. Malgré ses tentatives de briser ma confiance, je suis resté ferme. Pour la première fois de ma vie, je me suis opposé directement à ses souhaits. La veille de mon départ pour l'université, elle a refusé de me parler, montrant clairement que mon choix était une trahison impardonnable. Grand-mère Marthe m'a conduite à la gare, sa vieille berline remplie des quelques affaires que j'emportais pour ma nouvelle vie. Elle m'a serré fort dans ses bras avant que je ne monte dans le train. « Tu fais ce qu'il faut, Noël », a-t-elle murmuré. « Construis ta vie selon tes propres termes. Je suis si fier de toi. » Ces premiers mois à l'université ont été une révélation. Pour la première fois, j'ai découvert ce que c'était d'être jugé sur mes propres mérites, pas en comparaison avec quelqu'un d'autre. Mes professeurs appréciaient mes compétences analytiques et mon éthique de travail. Ma colocataire, Laure, est devenue la première véritable amie que j'ai jamais eue, quelqu'un qui appréciait vraiment ma compagnie. Mais la liberté est venue avec des défis importants. Ma bourse couvrait les frais de scolarité et le logement de base, mais rien d'autre. Je travaillais 2, parfois 3 petits boulots pour couvrir les manuels, la nourriture et les produits de première nécessité. Je servais du café à la cafétéria du campus de 5h à 9h tous les matins, je donnais des cours de soutien à d'autres étudiants l'après-midi, et je travaillais comme assistante à la bibliothèque les week-ends. Entre les cours et le travail, j'étudiais tard dans la nuit, survivant souvent grâce aux snacks des distributeurs automatiques et aux nouilles instantanées bon marché.
Il y a eu des moments où l'épuisement me submergeait, où je me demandais si Éléonore avait eu raison sur mon incapacité à m'en sortir seul. Mais chaque petite victoire renforçait ma détermination. Ma première note parfaite à un examen, mon premier salaire. La première fois qu'un professeur m'a demandé d'être son assistante. Chaque réussite était une brique dans la fondation de ma nouvelle identité, une qui existait indépendamment des définitions étroites d'Éléonore. À la maison, Vanessa devenait de plus en plus amère de mon évasion. Lors de nos rares conversations téléphoniques, Éléonore me mettait sur haut-parleur pour que Vanessa puisse entendre. Et ma sœur profitait de ces occasions pour semer le doute dans l'esprit de notre mère. Noël semble différente, disait-elle nonchalamment. Je me demande si elle fait beaucoup la fête. C'est ce que font les étudiants, non? Ou, une amie a vu les réseaux sociaux de Noël. On dirait qu'elle dépense beaucoup d'argent en vêtements pour quelqu'un qui se disait si pauvre. Ces inventions fonctionnaient exactement comme prévu. Éléonore m'appelait pour exiger des explications sur des comportements que je n'avais jamais eus. Peu importe comment je me défendais, elle croyait Vanessa plutôt que moi. La distance, que j'avais espéré améliorer notre relation, ne semblait que l'aggraver. Pendant ma 3e année, la tragédie a frappé lorsque grand-mère Marthe a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas agressif. Son état s'est rapidement détérioré et en 2 mois, ses médecins ne lui donnaient plus que quelques semaines à vivre. J'étais en plein partiel et complètement fauché. Le billet de train le moins cher pour rentrer coûterait 400 € que je n'avais pas. J'ai appelé Éléonore, ravalant ma fierté, pour lui demander si elle pouvait m'aider avec le billet, promettant de la rembourser avec mon travail d'été. Tu aurais dû mieux économiser ton argent, a-t-elle répondu froidement. Je t'avais dit que l'université était trop chère. Quand j'ai expliqué que je devais voir mamie avant qu'elle ne parte, Éléonore a simplement dit, eh bien, nous faisons tous des choix, Noël. Tu as choisi de partir. J'ai tout essayé pour rentrer à temps. J'ai pris des services supplémentaires, vendu mes manuels, même lancé une petite collecte de fonds parmi mes amis, mais ce n'était pas suffisant et pas assez rapide. Grand-mère Marthe est décédée un mardi après-midi alors que je travaillais à la cafétéria. Je n'ai même pas pu dire au revoir à la seule personne qui avait vraiment cru en moi. Le chagrin était immense. Je suis tombé dans une profonde dépression, réussissant à peine à terminer le semestre. Éléonore n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles, et quand je l'ai finalement jointe, sa réponse a été clinique. Marthe t'a laissé certaines de ses affaires, a-t-elle dit. Quand viendras-tu les chercher? Elles prennent de la place dans mon garage. Il n'y avait aucune reconnaissance de ma perte, aucune reconnaissance du fait que j'avais perdu mon plus grand soutien. C'était la confirmation finale qu'Éléonore ne serait jamais la mère dont j'avais besoin. Cet été-là, je suis resté à l'université, prenant des cours supplémentaires et travaillant à temps plein. J'ai utilisé une partie de mes gains pour louer un petit box de stockage pour les affaires de grand-mère Marthe, incapable de supporter l'idée qu'Éléonore s'en débarrasse. Parmi ces trésors se trouvait une lettre que mamie m'avait écrite avant de mourir, ainsi qu'une modeste obligation d'épargne qu'elle avait gardée pour moi. Cher Noël, commençait la lettre, au moment où tu liras ceci, je serai parti, mais s'il te plaît, sache que la fierté que je ressens pour la femme que tu es devenue ne mourra jamais. Utilise ce petit cadeau pour t'aider à finir en beauté. Ta mère ne comprendra peut-être jamais tes choix, mais moi si. Tu as eu le courage de briser le cycle, et cela demande un courage remarquable. Continue d'avancer. La vie que tu construis vaut chaque sacrifice. Cette lettre est devenue mon nouveau talisman. Je la portais partout avec moi, la lisant chaque fois que je doutais de moi-même. Le dernier cadeau de grand-mère Marthe n'était pas seulement financier. C'était la permission de m'engager pleinement dans mon indépendance, libre de toute culpabilité ou obligation. Au début de ma dernière année, la relation avec ma mère et ma sœur s'était détériorée en appels téléphoniques tendus occasionnels et en cartes de vœux obligatoires. Je ne cherchais plus l'approbation d'Éléonore ni ne tentais de me défendre contre les inventions de Vanessa. J'étais simplement concentré sur l'obtention de mon diplôme et la sécurisation de mon avenir. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité avec la mention très bien et les félicitations du jury, et plusieurs offres d'emploi. J'ai choisi un poste dans une prestigieuse société financière à Paris, une décision qu'Éléonore a, comme on pouvait s'y attendre, critiquée. Paris est si cher, a-t-elle dit lors d'un de nos rares appels. Tu vas finir endetté et c'est dangereux pour une jeune femme seule. J'avais cessé d'essayer de gagner son approbation des années auparavant, alors j'ai simplement répondu, je commence dans 3 semaines. Mon adresse va changer. Je t'enverrai les informations.
Ces premières années à Paris ont été difficiles mais exaltantes. J'ai loué un studio minuscule dans un quartier peu recommandable, j'ai fait 90 minutes de trajet chaque jour pour économiser de l'argent, et j'ai travaillé 14 heures par jour pour faire mes preuves dans l'entreprise. Mon salaire de départ semblait substantiel jusqu'à ce que les impôts parisiens et le coût de la vie en dévorent la majeure partie. Mais j'étais bonne dans mon travail, vraiment bonne. Des années à gérer les critiques imprévisibles d'Éléonore m'avaient rendue méticuleuse, hyper consciente des détails et excellente pour anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ces compétences se sont parfaitement transposées à l'analyse financière et à la gestion de la clientèle. En 18 mois, j'ai reçu ma première promotion et une augmentation de salaire significative. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre. Je commençais à prospérer. J'ai déménagé dans un quartier plus sûr, j'ai commencé à constituer un modeste portefeuille d'investissement, et j'ai même pris mes premières vraies vacances, un week-end sur la Côte d'Azur avec des amis du travail. C'est pendant cette période de stabilité croissante que j'ai reçu un appel inattendu d'Éléonore. Sa voix avait une désinvolture forcée qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. « Noël, j'espère que tu vas bien », a-t-elle commencé, une ouverture inhabituellement polie pour elle. « Je voulais te parler d'une petite situation ici à la maison. » La petite situation s'est avérée être un avis d'expulsion. Éléonore avait pris du retard sur son loyer après avoir perdu son emploi à la boutique 3 mois plus tôt. Elle avait été trop fière pour me le dire, mais faisait maintenant face à l'expulsion si elle ne pouvait pas trouver 2000 € d'arriéré de loyer. Malgré tout, je ne pouvais supporter l'idée que ma mère et ma sœur soient expulsées. J'ai envoyé l'argent ce jour-là, ainsi que de quoi couvrir les 2 mois suivants pendant qu'Éléonore cherchait du travail. « Merci », a-t-elle dit sèchement lorsque l'argent est arrivé. Pas une seule fois elle n'a demandé comment j'avais pu aider ou quel sacrifice j'avais pu faire pour envoyer une telle somme. Il n'y avait aucune gratitude, juste une reconnaissance maladroite de la transaction. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cela deviendrait une habitude. Tous les quelques mois, il y aurait une autre crise. Réparation de voiture, facture médicale, coupure de service public. Chaque fois, j'envoyais de l'argent en me disant que c'était la bonne chose à faire. Et chaque fois, Éléonore l'acceptait comme si c'était son dû, sans jamais exprimer de véritables remerciements. Pendant ce temps, Vanessa, maintenant âgée de 27 ans, vivait à la maison avec Éléonore, soi-disant pour aider. En réalité, elle passait d'un emploi de vendeuse à l'autre, ne restant jamais employée plus de quelques mois à la fois. Elle avait tenté un BTS 2 fois, mais avait abandonné les 2 fois. Éléonore avait toujours des excuses prêtes pour le manque de progrès de Vanessa. Elle est si sensible, disait-elle. Tout le monde n'est pas fait pour le monde de l'entreprise comme toi, Noël. Le soutien financier que je fournissais leur permettait à toutes les deux d'éviter leurs responsabilités. Mais je ne le voyais pas encore clairement. Une partie de moi désirait encore l'approbation d'Éléonore, espérant toujours que ma générosité pourrait enfin lui faire gagner son amour. C'est ma collègue et finalement amie proche, Sarah, qui m'a aidé la première à reconnaître le dysfonctionnement. Nous déjeunions au jardin du Luxembourg lorsque j'ai reçu un autre texto urgent d'Éléonore au sujet d'un revers financier temporaire. Sarah a remarqué que mon expression changeait en lisant le message. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. Je me suis retrouvé à me confier à elle, expliquant l'historique des demandes financières et mes sentiments compliqués à leur sujet. Sarah a écouté sans jugement, mais sa réponse a été une révélation. « Noël ?» a-t-elle dit doucement. « D'après ce que tu m'as dit, tu envoies de l'argent à ta mère depuis près de 3 ans maintenant. Est-ce que quelque chose s'est réellement amélioré pendant ce temps, ou est-elle simplement devenue plus dépendante de toi ?» La question m'a frappé de plein fouet. Je n'avais jamais considéré que mon aide pouvait en fait aggraver les choses à long terme. « Tu fixes des limites dans tous les autres domaines de ta vie », a poursuivi Sarah. « Tu es ferme avec les clients, clair avec tes collègues et honnête dans tes relations. Pourquoi ta mère est-elle la seule personne autorisée à franchir ces limites ?» Cette conversation a été le début d'une prise de conscience douloureuse. Avec les encouragements de Sarah, j'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Le docteur Liliane m'a aidé à comprendre le concept de fusion et comment le contrôle financier était souvent utilisé dans les familles dysfonctionnelles. Soutenir financièrement ta mère et ta sœur n'est pas intrinsèquement mauvais, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Le problème est le manque de transparence, de responsabilité et de réciprocité dans la relation. Elles prennent sans donner, attendent sans apprécier. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à établir des limites plus claires.
Au lieu d'envoyer de l'argent chaque fois qu'Éléonore le demandait, j'ai mis en place une somme mensuelle fixe qui allait directement à son loyer. J'exigeais des reçus pour toute dépense d'urgence et j'ai cessé de répondre aux demandes vagues d'aide supplémentaires. Éléonore était furieuse de ces nouvelles limitations. Alors maintenant je dois mendier et fournir des reçus comme une enfant, a-t-elle exigé lors d'un appel téléphonique houleux, après tout ce que j'ai fait pour toi en grandissant. Il ne s'agit pas de punition, maman, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de créer un arrangement durable qui fonctionne pour tout le monde. La seule personne pour qui ça fonctionne, c'est toi, a-t-elle lancé. Tu as toujours été égoïste, Noël. Toujours à penser à toi d'abord. Ces accusations avaient encore le pouvoir de me blesser, mais je développais des défenses plus solides. Ma carrière continuait de s'épanouir, et la confiance que j'ai acquise professionnellement a commencé à déborder dans ma vie personnelle. Je nouais des amitiés significatives, je poursuivais des passe-temps que j'aimais et j'apprenais lentement à définir ma valeur indépendamment de l'approbation d'Éléonore. Pour mon 29e anniversaire, j'avais été promu analyste financière senior avec une équipe d'associés juniors sous ma responsabilité. Mon portefeuille d'investissement augmentait régulièrement, et j'avais déménagé dans un confortable 2 pièces dans un quartier animé de Paris. Je n'étais plus l'étudiante désespérée ou la jeune diplômée en difficulté. Je devenais une femme de moyens et de confiance, exactement comme grand-mère Marthe l'avait un jour prédit. J'ai rencontré Julien lors d'une soirée de charité organisée par mon entreprise. Il était grand, avec des yeux bienveillants et un sourire facile qui m'a immédiatement mise à l'aise. En tant qu'ingénieur logiciel pour une start-up dans le secteur de la santé, il était intelligent et motivé, mais sans la compétitivité acharnée si courante dans les cercles professionnels parisiens. Notre premier rendez-vous a duré 5 heures, commençant par un dîner et se terminant par une promenade de minuit le long de la Seine. Nous avons parlé de tout, notre travail, nos rêves, nos livres préférés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est avec quelle attention il écoutait, à quel point il semblait sincèrement intéressé par mes pensées et mes expériences. Les relations amoureuses avaient toujours été difficiles pour moi. Des années de critiques d'Éléonore m'avaient rendu méfiante à l'idée de laisser les gens s'approcher trop près. J'avais construit des murs pour me protéger, et peu d'hommes avaient la patience de les escalader. Mais Julien était différent. Il a approché mes défenses avec une douce persistance, ne poussant jamais mais me faisant toujours savoir qu'il était là. Après 3 mois de relation, je lui ai finalement parlé de ma situation familiale. Nous préparions le dîner dans son appartement lorsque le sujet est venu naturellement. Alors que je décrivais la dynamique avec Éléonore et Vanessa, je me suis préparé au jugement ou au mépris. Au lieu de cela, Julien a écouté avec une inquiétude croissante. « Noël, a-t-il dit quand j'ai eu fini. La façon dont ta mère te traite n'est ni normale ni saine. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Sa simple validation a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Tant de gens avaient minimisé mes expériences ou suggéré que j'exagérais. Julien a été le premier partenaire amoureux à voir la situation clairement. Au fur et à mesure que notre relation s'approfondissait, Julien a commencé à remarquer comment les appels téléphoniques d'Éléonore affectaient mon humeur, comment je devenais tendu et renfermé après les conversations avec elle. Il ne m'a jamais poussé à couper le contact, mais m'a encouragé doucement à me demander si cette relation me faisait du bien. « Tu mérites d'être traité avec respect et gentillesse », me rappelait-il. La famille n'a pas de passe-droit sur la décence humaine de base. 6 mois après le début de notre relation, Éléonore a insisté pour rencontrer Julien. J'étais réticente, sachant à quel point elle pouvait être critique, mais j'ai accepté de l'amener déjeuner lors d'un prochain voyage d'affaires à Lille, à seulement 1 heure de TGV de chez Éléonore. Le déjeuner s'est déroulé exactement comme je l'avais craint. Éléonore a passé les 30 premières minutes à interroger Julien sur son travail, sa famille et ses intentions envers moi. Puis, l'ayant apparemment trouvé acceptable, elle a passé le reste du repas à raconter des histoires embarrassantes sur mon enfance, soulignant ma maladresse et minimisant mes réussites. Noël a toujours été si sérieuse, a-t-elle dit à Julien, comme si c'était un défaut de caractère. Vanessa était le papillon social. Elle pouvait illuminer une pièce à 5 ans alors que Noël se cachait derrière un livre. J'ai observé attentivement l'expression de Julien, craignant que le récit d'Éléonore ne change la façon dont il me voyait. Mais je n'avais pas à m'inquiéter. Dans le train du retour vers Paris, il a pris ma main et a dit simplement « Je comprends tellement plus de choses sur toi maintenant. Tu es encore plus remarquable que je ne le pensais, d'avoir surmonté ce genre de critique constante. » Ces mots ont été un baume apaisant sur des blessures que je ne savais pas encore si vives. À cette époque, j'ai reçu une autre promotion importante au travail,
devenant chef de service avec une augmentation de salaire substantielle. Quand Éléonore a appris ma nouvelle position, sa réponse a été prévisible. « Eh bien, j'espère que tu pourras aider un peu plus maintenant », a-t-elle dit sans me féliciter. Vanessa a besoin de soins dentaires que la mutuelle ne couvrira pas, et le toit fuit à nouveau. J'envoyais à Éléonore 2000 € par mois depuis près de 4 ans à ce moment-là. Selon mes calculs, j'avais contribué à plus de 90 000 € à leur foyer. Pourtant, leur situation financière ne semblait jamais s'améliorer. Julien, qui avait une relation saine avec l'argent ayant grandi dans une famille financièrement stable, s'inquiétait de plus en plus de la situation. « As-tu déjà demandé un décompte de l'utilisation de l'argent ?» a-t-il demandé un soir alors que je rédigeais un autre chèque pour couvrir une réparation de voiture d'urgence pour Éléonore. Elle verrait ça comme une insulte, ai-je répondu automatiquement. Noël, ce n'est pas insultant de vouloir de la transparence sur la façon dont ton argent durement gagné est dépensé, surtout compte tenu de tout ce que tu as déjà contribué. Ces mots ont touché une corde sensible, mais je n'étais pas prête à affronter le problème directement. Au lieu de cela, j'ai continué les paiements mensuels tout en devenant plus amer à chaque demande d'urgence supplémentaire. La tension a atteint son paroxysme lorsqu'Éléonore a appelé pour m'informer que Vanessa voulait lancer sa propre entreprise, une boutique de vêtements similaire à celle qu'Éléonore avait autrefois gérée. Elles avaient besoin d'un capital de départ de 50 000 € et s'attendaient à ce que je le fournisse. C'est la chance pour Vanessa de vraiment faire quelque chose d'elle-même, a expliqué Éléonore comme si cela justifiait la somme énorme. Tu sais à quel point elle est créative. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Pour la première fois, je n'ai pas immédiatement accepté. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit, ignorant les soupirs de désapprobation d'Éléonore. C'est un gros investissement. Je voudrais voir un business plan. Quand j'ai parlé de la demande à Julien, il a été sans équivoque. Absolument pas, a-t-il dit. Ce n'est pas un prêt ou un cadeau. C'est un gouffre financier. Si Vanessa a une idée commerciale viable, elle peut demander un prêt à la création d'entreprises comme tout le monde. Sa certitude m'a donné du courage. Quand j'ai rappelé Éléonore, j'ai expliqué que je ne pouvais pas fournir le capital, mais que je serais heureuse d'aider Vanessa à rechercher des ressources pour les petites entreprises et des options de prêt. Alors, c'est ton petit ami chic qui contrôle ton argent maintenant, a dit Éléonore amèrement. Tu as changé, Noël. Le succès t'a fait oublier d'où tu viens. Les accusations m'ont piqué, mais je suis resté ferme. Il ne s'agit pas de Julien ou d'oublier d'où je viens. Il s'agit de fixer des limites raisonnables. Éléonore m'a raccroché au nez, et pendant les 3 semaines suivantes, elle n'a pas répondu à mes appels ni à mes textos. Quand elle a finalement repris contact, c'était comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Elle n'a plus mentionné l'idée d'entreprise, mais a continué à attendre le soutien mensuel régulier. Ce schéma de manipulation passive-agressive m'était familier, mais pour la première fois, je le voyais clairement pour ce qu'il était. La présence de Julien dans ma vie m'avait donné un point de référence pour ce à quoi ressemblaient des relations saines. Sa famille m'a accueilli chaleureusement, se soutenait mutuellement sans compter les points, et célébrait les succès des autres sans jalousie. Le contraste avec ma propre famille était frappant et douloureux. Je me trouvais à la croisée des chemins, déchiré entre mon sentiment d'obligation enraciné envers Éléonore et ma compréhension croissante que la relation était fondamentalement malsaine. Tu n'as pas à choisir entre prendre soin de toi et soutenir ta famille, m'a rappelé ma thérapeute pendant cette période difficile. La question est de savoir si l'arrangement actuel aide réellement quelqu'un à grandir et à s'épanouir, ou s'il vous maintient tous coincés dans de vieux schémas destructeurs. Avec ces conseils en tête, j'ai pris une décision difficile. Je continuerai à fournir un soutien financier, mais avec des limites et des attentes plus claires. J'ai écrit une lettre à Éléonore expliquant que je maintiendrai l'allocation mensuelle pour le loyer et les charges, mais que les fonds supplémentaires nécessiteraient une justification et une discussion. Sa réponse a été acerbe. Je vois comment ça se passe maintenant. Quand tu avais besoin de moi, je donnais sans poser de questions. Maintenant que j'ai besoin de toi, il y a des formulaires à remplir et des obstacles à franchir. Au moins, je sais où nous en sommes. La culpabilité a été immédiate et accablante, mais Julien m'a aidé à garder la perspective. Elle t'a élevé, a-t-il dit doucement. C'était sa responsabilité en tant que parent. Ton soutien maintenant est un choix, pas une obligation. Ne la laisse pas utiliser ta compassion comme une arme contre toi. À l'approche de notre premier anniversaire, Julien et moi avons commencé à discuter d'emménager ensemble.
La perspective de construire une vie avec quelqu'un qui me valorisait et me respectait vraiment était à la fois excitante et terrifiante. Pouvais-je vraiment avoir ça? Le méritais-je? Tu mérites tout le bonheur, Noël, m'a assuré Julien lorsque j'ai avoué ses doutes. Et je veux construire ce bonheur avec toi, jour après jour. Avec ces encouragements, je commençais à y croire moi-même. 3 mois après que Julien et moi ayons emménagé ensemble, j'ai reçu une invitation pour la célébration des 60 ans d'Éléonore. L'invitation est arrivée par texto, même pas une vraie carte, mais l'attente était claire, je devais venir et apporter un cadeau suffisamment cher. Maman veut savoir si tu amènes Julien, a texté Vanessa séparément. C'était la première communication directe que j'avais avec ma sœur depuis plus d'1 an. Oui, nous serons tous les deux là, ai-je répondu, en essayant de rester cordial. La réponse de Vanessa a été immédiate et révélatrice, cool. Assure-toi qu'il sache que c'est un bon restaurant, pas un truc décontracté. La critique implicite que Julien ne saurait pas comment s'habiller de manière appropriée était typique de Vanessa. Je n'ai pas pris la peine de répondre. À l'approche de la date, je me sentais de plus en plus anxieuse à propos du dîner. Julien a remarqué ma distraction un soir alors que nous nous préparions à nous coucher. « Parle-moi », a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi. « Qu'est-ce qui se passe dans cette jolie tête ?» J'ai avoué mon appréhension concernant le dîner à venir. Le nœud d'angoisse qui se formait chaque fois que je pensais être dans la même pièce qu'Éléonore et Vanessa. « Nous ne sommes pas obligés d'y aller », m'a rappelé Julien. Ta santé mentale compte plus qu'un dîner d'anniversaire. Mais je me sentais obligé d'y assister. Elle a 60 ans, ai-je dit. Je devrais être là. J'ai juste besoin de me préparer mentalement. Julien a serré ma main. Alors nous y ferons face ensemble. Souviens-toi simplement que rien de ce qu'elles disent ne définit qui tu es. La semaine précédant le dîner, j'ai reçu un appel inattendu de la voisine d'Éléonore, Madame Keller. Nous n'avions jamais été proches, mais elle avait mes coordonnées d'il y a des années, lorsque j'avais organisé des livraisons de courses pendant la brève maladie d'Éléonore. « Noël, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle », a-t-elle commencé avec hésitation. J'ai hésité à vous contacter, mais j'ai pensé que vous devriez savoir quelque chose. Madame Keller m'a alors raconté qu'Éléonore recevait des avis d'expulsion malgré mes paiements réguliers de loyer. Elle avait vu les avis affichés sur la porte et s'inquiétait, sachant que je les soutenais financièrement. Je pensais que vous devriez le savoir, a-t-elle dit, surtout que je les ai vus rentrer avec des sacs de shopping de magasins chers. Ça ne semblait tout simplement pas correct compte tenu des avertissements d'expulsion. L'information m'a frappé comme un coup de poing. J'ai remercié Madame Keller et j'ai immédiatement commencé à enquêter. J'ai contacté directement la société de gestion immobilière, m'identifiant comme la personne effectuant les paiements pour le compte d'Éléonore. Ce que j'ai découvert était choquant. Mes chèques mensuels avaient été déposés, mais Éléonore avait retiré de l'argent liquide presque immédiatement après, laissant des fonds insuffisants pour le loyer réel. Elle avait 3 mois de retard et la procédure d'expulsion avait déjà commencé. Des recherches plus approfondies ont révélé des informations encore plus troublantes. La réparation de voiture d'urgence que j'avais payée il y a 6 mois. La voiture avait été vendue peu de temps après. Les soins dentaires dont Vanessa avait soi-disant besoin. Il n'y avait aucun rendez-vous ou dossier au cabinet dentaire qu'Éléonore avait nommé. Le plus pénible de tout, j'ai trouvé des publications sur les réseaux sociaux montrant Éléonore et Vanessa en week-end à Deauville, dînant dans des restaurants chers et faisant du shopping aux Galeries Lafayette, tout cela pendant des périodes où elles avaient prétendu être dans une situation financière désastreuse. Je me suis senti physiquement malade alors que la réalité s'imposait. Pendant des années, j'avais permis non seulement la dépendance financière, mais une tromperie pure et simple. L'argent que j'avais sacrifié pour leur envoyer, souvent au détriment de mes propres besoins et objectifs, avait été gaspillé en luxe alors qu'elle continuait de plaider la pauvreté. Quand j'ai finalement rassemblé le courage d'appeler Éléonore, ma voix tremblait d'un mélange de blessure et de colère. « Maman, je viens de parler à ton propriétaire », ai-je dit sans préambule. « Tu as 3 mois de retard de loyer malgré les chèques que j'envoie. » Il y a eu une longue pause avant qu'Éléonore ne réponde, sa voix sur la défensive. « Tu me fais suivre maintenant ? C'est exactement le genre de comportement de contrôle. »« Je ne te contrôle pas, ai-je interrompu. J'essaie de comprendre pourquoi le loyer n'est pas payé alors que j'envoie de l'argent spécifiquement pour ça. »« Les choses sont compliquées, » a-t-elle répondu vaguement. « Il y a eu d'autres dépenses. Tu ne comprends pas ce que c'est que de gérer un foyer avec un revenu limité.
Alors aide-moi à comprendre, ai-je insisté. Où va l'argent? Au lieu de répondre, Éléonore a dévié. Je n'ai pas à te justifier chaque centime. Si tu veux aider, aide sans condition. Sinon, ne te donne pas la peine. La conversation s'est terminée par Éléonore me raccrochant au nez, une tactique familière chaque fois qu'elle était confrontée à des vérités inconfortables. Cette nuit-là, Julien m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, faisant enfin le deuil de la mère que je n'avais jamais eue et que je n'aurai jamais. Devrions-nous annuler le dîner, a-t-il demandé doucement. J'y ai sérieusement réfléchi. L'idée de m'asseoir en face d'Éléonore et Vanessa, en prétendant que tout allait bien, me retournait l'estomac. Mais une autre partie de moi avait besoin de tourner la page. Avait besoin d'affronter cette situation de front. Non, ai-je finalement décidé. Nous y allons. Mais les choses vont être différentes cette fois. Dans les jours précédant le dîner, je me suis préparé mentalement et émotionnellement. J'ai pratiqué des techniques de méditation que ma thérapeute m'avait enseignées. J'ai examiné mes dossiers financiers, confirmant exactement combien d'argent j'avais envoyé au fil des ans et où il était censé être allé. J'ai même rédigé des points de discussion au cas où j'en aurais besoin. Julien a observé cette préparation avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es si forte, Noël », a-t-il dit. « Mais souviens-toi, tu ne leur dois aucune explication pour prendre soin de toi. » La veille de notre départ, j'ai eu un moment de panique. Et si cette confrontation détruisait le peu de relation qu'il me restait avec ma mère? Malgré tout, une partie enfantine de moi désirait encore son approbation, espérait encore une réconciliation. Julien a senti mon doute et s'est assis avec moi sur notre canapé, prenant mes deux mains dans les siennes. « Quoi qu'il arrive demain, je suis juste à côté de toi, » a-t-il promis. « Si tu veux partir, nous partons. Si tu veux rester silencieuse, nous restons silencieux. Si tu veux dire ta vérité, je te soutiendrai à 100%. » Son soutien indéfectible m'a donné le courage dont j'avais besoin. Nous avons pris le train le lendemain matin, le cœur battant la chamade, mais ma résolution ferme. Ce dîner serait un tournant, d'une manière ou d'une autre. Quand nous sommes arrivés chez Éléonore pour la chercher avant le restaurant, le contraste entre son style de vie et ses affirmations financières est devenu encore plus apparent. Il y avait une nouvelle télévision dans le salon, des œuvres d'art d'apparence coûteuses sur les murs, et Vanessa nous a accueillis vêtus d'une robe de créateur que j'ai reconnue d'un magazine récent, valant facilement plus de 1000 €. « Tu aimes ?» a demandé Vanessa, remarquant mon regard sur sa robe. « Juste un petit cadeau d'anniversaire pour moi. » Elle a tournoyé, exhibant la tenue sans une once d'ironie ou de conscience de soi. Je n'ai rien dit, mais j'ai échangé un regard entendu avec Julien. Le décalage entre leurs prétendues difficultés financières et leur luxe visible était impossible à ignorer. Éléonore est sortie de sa chambre, portant également une nouvelle tenue, avec des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant. « Noël, Julien » a-t-elle reconnu froidement. « Nous devrions y aller. La réservation est à 19 h. » Alors que nous nous dirigions vers le restaurant, un étrange calme s'est installé en moi. La colère et la blessure étaient toujours là, mais elles s'étaient cristallisées en quelque chose de plus dur et de plus clair. Pour la première fois de ma vie, je voyais la situation avec une clarté parfaite, non obscurcie par la culpabilité ou l'obligation. Quoi qu'il arrive à ce dîner, je savais une chose avec certitude. Je ne me laisserai plus jamais manipuler ou exploiter par les personnes qui auraient dû m'aimer le plus. Le restaurant était exactement le genre d'établissement haut de gamme qu'Éléonore privilégiait pour les occasions spéciales, lumière tamisée, nappe blanche et des prix qui m'ont fait écarquiller les yeux malgré mon salaire confortable. En entrant, j'ai reconnu plusieurs amis d'Éléonore et quelques parents éloignés assis à une longue table vers le fond. La reine de la soirée est arrivée, a annoncé l'oncle Robert en se levant pour tirer une chaise pour Éléonore. Et regardez qui d'autre est là, Noël. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. J'ai souri crispement, acceptant de brèves accolades de personnes que je me souvenais à peine. Julien est resté près de moi, sa main reposant de manière rassurante au creux de mon dos. « Et qui est ce charmant jeune homme ?» a demandé la tante Patricia, regardant Julien avec une approbation évidente. « C'est mon petit ami, Julien » ai-je répondu, ressentant une vague de fierté alors qu'il serrait la main de tout le monde. Son charme naturel et sa chaleur sincère contrastaient vivement avec la politesse artificielle qui caractérisait la plupart de mes réunions de famille. Nous étions assis près du milieu de la table, avec Éléonore en bout de table et Vanessa à sa droite. J'ai immédiatement remarqué comment l'arrangement soulignait la hiérarchie, Éléonore en tant que matriarche, Vanessa en tant que fille préférée,
et moi en tant que pensée secondaire, placé à plusieurs sièges du centre de l'attention. Le serveur a apporté les menus et a pris les commandes de boissons. Éléonore a commandé une bouteille de champagne coûteuse pour commencer, suivie d'une bouteille de vin rouge qui, je le savais, coûtait bien plus de 100 €. J'ai regardé, me demandant si elle s'attendait à ce que je paie l'addition à la fin de la soirée. Pendant que les entrées étaient servies, la conversation coulait autour de moi. Je contribuais peu, observant plutôt. Éléonore était dans son élément, acceptant les compliments et les cadeaux avec une grâce étudiée. Vanessa papillonnait, prenant des photos pour les réseaux sociaux et charmant tout le monde avec des anecdotes qui semblaient répétées. Alors Noël, a dit la cousine Delphine, se tournant finalement vers moi. Éléonore nous dit que tu te plais bien à Paris, toujours dans cette société de comptabilité. Analyse financière, en fait, ai-je corrigé doucement, et oui, j'ai été promu chef de service l'année dernière. C'est bien, a répondu Delphine avec le désintérêt de quelqu'un qui avait posé la question par pure obligation. Elle a rapidement tourné la conversation vers Vanessa. Et j'entends dire que tu lances une entreprise. C'est excitant. Vanessa s'est lancée dans une description élaborée de son concept de boutique, avec des détails sur des créateurs exclusifs et une esthétique soigneusement sélectionnée. Pas une seule fois elle n'a mentionné le financement, et je me suis demandé si quelqu'un d'autre à table savait qu'elle m'avait demandé 50 000 € pour financer ce rêve. Ça va être révolutionnaire, a-t-elle conclu, jetant un coup d'œil à Éléonore pour approbation. Maman a été d'un grand soutien pour ma vision. Éléonore rayonnait. Vanessa a toujours eu un œil extraordinaire pour la mode. Sa boutique fera parler d'elle dans toute la ville. Attendez de voir. Les plats principaux sont arrivés, et je me suis concentré sur ma nourriture, laissant les conversations me submerger. Julien a serré mon genou sous la table de temps en temps, un rappel silencieux de sa présence et de son soutien. Et toi, Julien, a soudainement demandé Éléonore, son attention se tournant vers lui comme un projecteur. Noël a mentionné que tu travailles dans les ordinateurs ou quelque chose comme ça. Je suis ingénieur logiciel, a-t-il répondu sans heurts. Je développe des applications de santé qui aident les médecins à gérer plus efficacement les soins aux patients. Ça a l'air compliqué, a dit Éléonore avec un geste dédaigneux. Le petit ami de Vanessa est aussi dans la finance, comme Noël. Il est banquier d'affaires au groupe financier Lambert. Très brillant. Je ne savais pas que Vanessa sortait avec quelqu'un, mais cette tentative transparente de créer une compétition ne m'a pas surprise. C'est formidable, a répondu Julien, imperturbable. Le monde a besoin de toutes sortes de professionnels. Je trouve la technologie de la santé particulièrement enrichissante en raison de son impact direct sur la vie des gens. Sa réponse sincère a mis en évidence l'artificialité de la conversation, et j'ai vu une lueur d'agacement traverser le visage d'Éléonore. Au fur et à mesure que le repas avançait, la dynamique devenait de plus en plus claire. Chaque mention de mes réussites était rapidement redirigée vers les projets de Vanessa. Chaque contribution que je faisais à la conversation était subtilement minée ou ignorée. C'était une danse familière, mais la voir jouer pour Julien la rendait impossible à ignorer. Après le plat principal, alors que les serveurs débarrassaient les assiettes et se préparaient pour le dessert, Éléonore s'est levée pour porter un toast. Tout le monde a levé son verre avec attente. Je veux vous remercier tous d'être venus ce soir, a-t-elle commencé, sa voix chaleureuse d'une sincérité étudiée. Atteindre 60 ans est significatif. C'est un moment pour réfléchir à ce qui compte le plus. Et ce qui compte le plus pour moi a toujours été la famille. Elle a regardé autour de la table, son regard s'attardant sur Vanessa. Je suis si béni d'avoir une fille qui est restée à mes côtés à travers tout, qui comprend le sens de la loyauté et du devoir familial. L'implication était claire, et j'ai senti la chaleur monter à mes joues. La main de Julien a trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement. Je suis fier de la femme que Vanessa est devenue, a poursuivi Éléonore, créative, compatissante et ambitieuse. Sa nouvelle entreprise n'est que le dernier exemple de son potentiel extraordinaire. Elle a fait une pause, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait aussi me mentionner. Au lieu de cela, elle a levé son verre plus haut, à 60 autres années d'amour, de famille et de nouveaux commencements. Tout le monde a bu, murmurant son accord. L'affront était si délibéré, si public, qu'un silence est tombé sur la table par la suite. Quelques parents m'ont jeté un coup d'œil, mal à l'aise, conscients de l'omission. Maman, a dit Vanessa, apparemment inconsciente de la tension, raconte à tout le monde notre voyage dans les Alpes le mois dernier. Les vues étaient incroyables.
Et c'est ainsi que le moment est passé. La conversation a repris, contournant la gêne comme l'eau contourne une pierre. Le dessert est arrivé. Un gâteau élaboré décoré du nom d'Éléonore et de 60 en glaçage doré. Plus de photos ont été prises. Plus de champagne versé. J'ai gardé mon sang-froid, déterminé à ne pas donner à Éléonore la satisfaction de me voir contrarié. C'est pendant le service du café que les choses ont finalement dégénéré. L'oncle Robert, légèrement ivre et visiblement d'humeur taquine, s'est tourné directement vers moi. Alors, Noël, quand est-ce que toi et Julien allez vous marier? Vanessa nous dit qu'elle prévoit déjà son mariage pour l'été prochain. C'était nouveau pour moi. J'ai jeté un coup d'œil à la main de Vanessa et n'ai vu aucune bague. Nous profitons de notre relation telle qu'elle est en ce moment, ai-je répondu diplomatiquement. Pas de précipitation. Éléonore a fait un bruit dédaigneux. Noël a toujours eu peur de l'engagement, trop concentré sur sa carrière pour donner la priorité à ce qui compte vraiment. Je n'appellerai pas ça avoir peur de l'engagement, ai-je rétorqué, en gardant ma voix égale. Je crois en la construction de relations basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. Eh bien, certains d'entre nous comprennent mieux les valeurs familiales que d'autres, a dit Éléonore, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Vanessa a toujours eu une intuition naturelle pour ces choses. Elle comprend l'importance de faire passer ses proches en premier. J'ai pris une longue gorgée d'eau, sentant Julien se tendre à côté de moi. La conversation prenait un tournant dangereux, mais je n'allais pas reculer cette fois. Perspective intéressante, ai-je dit prudemment. J'ai toujours cru que des relations saines nécessitaient des limites et de la réciprocité. Le sourire d'Éléonore s'est crispé. Des limites? Un concept si moderne. De mon temps, la famille était la famille. On ne comptait pas les points ni ne fixait de conditions. Il ne s'agit pas de compter les points, ai-je répondu. Il s'agit de respect mutuel. La table était devenue silencieuse, les autres invités sentant la tension sous-jacente. Le respect, a répété Éléonore, sa voix se durcissant. C'est comme ça que tu appelles ça quand tu m'interroges sur la façon dont je dépense l'argent? Quand tu fais des demandes et fixes des règles comme si j'étais une enfant? Plusieurs parents se sont agités mal à l'aise sur leur chaise, manifestement inconscients de notre arrangement financier. Je pense que nous devrions en discuter en privé, ai-je suggéré, ne voulant pas créer de scène à son dîner d'anniversaire. Pourquoi, a défié Éléonore, se chauffant pour son public. Je n'ai rien à cacher. Depuis des années, Noël envoie de l'argent à la maison, agissant comme une sorte de bienfaitrice. Et maintenant, elle veut dicter comment cet argent est dépensé, comme si son succès lui donnait le droit de contrôler nos vies. Vanessa a hoché vigoureusement la tête à côté d'elle. C'est vrai. Elle agit comme si elle était meilleure que nous juste parce qu'elle travaille à la défense ou je ne sais quoi. Je ne travaille pas à la défense, ai-je corrigé automatiquement. Et je n'ai jamais prétendu être meilleur que quiconque. Tu n'as pas besoin de le prétendre, a dit Éléonore sèchement. C'est dans chaque email condescendant, chaque question pleine de jugement. Tu penses que ton travail chic et ton appartement parisien te rendent supérieur. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid. Ce n'est pas vrai, maman. Je n'ai jamais voulu qu'aider. Aider, a interjeté Vanessa avec un ricanement. Tu appelles ça de l'aide, mais ça vient avec tellement de conditions. Au moins, moi, je suis resté ici, à m'occuper de maman, à être présente. Que as-tu fait à part envoyer des chèques à bonne distance? L'injustice de cette accusation m'a serré la poitrine de colère, mais j'ai réussi à garder ma voix stable. J'ai envoyé plus que des chèques, Vanessa. J'ai essayé de rester en contact malgré la distance. J'appelle. Je viens quand je peux. Quand ça t'arrange, a rejeté Éléonore. Pendant ce temps, Vanessa a sacrifié ses propres opportunités pour être là pour moi. Ce récit selon lequel Vanessa s'était consacrée de manière désintéressée à Éléonore alors que je les avais abandonnés était si contraire à la réalité que j'ai presque ri. Mais avant que je puisse répondre, Éléonore a porté le coup de grâce. La vérité, Noël, c'est que tu as toujours été froide, toujours été égoïste. Même enfant, tu étais difficile, toujours dans ton propre monde. Vanessa a une chaleur, un souci sincère des autres que tu n'as tout simplement pas. Elle va réussir dans son entreprise parce qu'elle comprend les gens. Toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. La table est tombée dans le silence. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Même ceux qui avaient fait semblant de ne pas écouter me regardaient maintenant ouvertement.
À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La blessure était toujours là, mais elle était éclipsée par une réalisation soudaine et limpide. Je n'avais plus à accepter ce traitement. J'ai regardé directement Éléonore, puis Vanessa, observant leurs expressions pleines d'attente. Elles attendaient que je m'effondre, que je m'excuse, que je me retire dans la honte comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai demandé calmement, si je suis une telle déception, une fille si froide et égoïste, alors qui a payé vos factures? Les mots sont restés suspendus dans l'air. Vanessa s'est figée au milieu d'un rictus, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Le visage d'Éléonore a perdu ses couleurs. Au cours des 5 dernières années, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force, je vous ai envoyé plus de 120 000 euros. De l'argent que j'ai gagné en travaillant 60 heures par semaine. De l'argent que j'aurais pu investir dans mon propre avenir. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la table. Est-ce que l'un d'entre vous le savait? Saviez-vous que pendant qu'Éléonore se plaint de ma condescendance, elle accepte mon soutien financier sans reconnaissance? Les expressions choquées autour de la table m'ont dit qu'ils ne le savaient pas, et saviez-vous, ai-je insisté, incapable de m'arrêter maintenant que le barrage avait cédé, que le loyer pour lequel j'envoie de l'argent n'est systématiquement pas payé? Que les dépenses d'urgence que je couvre semblent coïncider avec des week-ends à Deauville et des virées shopping aux Galeries Lafayette? Noël, ça suffit, a sifflé Éléonore, le visage rouge de colère et d'embarras. Non, ça ne suffit pas, ai-je rétorqué. Pendant des années, j'ai accepté tes critiques, ta manipulation, tes mensonges. Je t'ai permis de me faire sentir coupable de poursuivre ma propre vie tout en dépendant simultanément de mon succès pour financer la tienne. C'est fini. Je me suis levé, plaçant ma serviette à côté de mon assiette. Je ne continuerai pas à permettre cette relation dysfonctionnelle. Les paiements mensuels s'arrêtent aujourd'hui. Le soutien financier prend fin maintenant. Si vous voulez maintenir une quelconque relation avec moi à l'avenir, elle sera basée sur le respect mutuel et l'honnêteté, pas sur la culpabilité et l'obligation. Éléonore s'est également levée, tremblante de rage. Comment oses-tu m'humilier comme ça à mon dîner d'anniversaire, après tout ce que j'ai fait pour toi? Que as-tu fait exactement pour moi, maman, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Nomme une seule fois où tu as soutenu mes choix ou célébré mes succès sans que cela ne tourne autour de toi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, incapable de trouver un exemple. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit calmement. Julien, je pense qu'il est temps pour nous de partir. Julien s'est levé immédiatement, plaçant une main de soutien sur mon dos. Alors que nous nous tournions pour partir, Vanessa a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Qui va payer le loyer? Qui va financer mon entreprise? Je l'ai regardée. Cette sœur que je n'avais jamais vraiment connue et qui n'avait jamais essayé de me connaître. Peut-être qu'il est temps que tu te débrouilles toute seule, Vanessa. J'ai entendu dire qu'il existe des choses appelées emploi et qui peuvent t'aider pour ça. Nous sommes sortis du restaurant dans un silence de mort, laissant le dîner du 60e anniversaire d'Éléonore en plein désarroi derrière nous. Dans l'air frais de la nuit, j'ai pris ma première grande inspiration depuis ce qui m'a semblé être des années. Le poids de l'obligation s'était enfin envolé de mes épaules. Dans la chambre d'hôtel cette nuit-là, l'adrénaline est retombée, et l'ampleur de ce qui s'était passé m'a frappé de plein fouet. J'ai pleuré dans les bras de Julien, pleurant non seulement la confrontation, mais la mère que je n'avais jamais eue et la relation qui ne serait jamais. Tu as fait ce qu'il fallait, a murmuré Julien en me caressant les cheveux. C'était attendu depuis longtemps. Je sais, ai-je répondu à travers les larmes. Mais ça fait quand même mal. Bien sûr que ça fait mal, a-t-il reconnu. Tu fais le deuil de la famille que tu méritais mais que tu n'as jamais eue. C'est une perte profonde. Nous sommes rentrés à Paris le lendemain matin. Je m'attendais à moitié à un flot de messages d'excuses d'Éléonore, peut-être même une reconnaissance de son comportement. Au lieu de cela, mon téléphone s'est rempli de textos furieux d'elle et de Vanessa, m'accusant de cruauté, d'égoïsme et d'abandon. Typique de Noël, faire une scène et s'enfuir. J'espère que tu es heureuse maintenant que tu as tout gâché. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. C'est comme ça que tu me rembourses. Chaque message renforçait le fait que j'avais pris la bonne décision. Bien que la douleur ne se soit pas calmée immédiatement, j'ai bloqué leur numéro après une semaine d'hostilité croissante, incapable de supporter le barrage constant de culpabilité et d'accusation. Sur la suggestion de Julien, j'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux et l'éloignement. Le docteur
Mary m'a aidé à comprendre que mon deuil était normal et nécessaire, que la guérison ne serait pas linéaire, et que fixer des limites n'était pas égoïste, mais essentiel pour mon bien-être. Vous portez une culpabilité qui n'a jamais été la vôtre, a-t-elle expliqué lors d'une séance. L'irresponsabilité financière et la manipulation émotionnelle de votre mère ne sont pas votre fardeau. Lentement, j'ai commencé à reconstruire mon estime de moi sans le poids des attentes et des critiques d'Éléonore. Je me suis concentré sur ma carrière, ma relation avec Julien et les amitiés saines que j'avais nouées à Paris. J'ai développé des passe-temps. J'ai pris des cours de cuisine, fait des randonnées le week-end, rejoint un club de lecture qui se réunissait mensuellement dans un café chaleureux du Marais. 6 mois après le dîner fatidique, j'ai reçu une lettre inattendue de la tante Patricia, la sœur aînée d'Éléonore, qui était présente ce soir-là. « Cher Noël », a-t-elle écrit, « j'ai hésité à te contacter, mais je pense que tu mérites de savoir que tes mots ce soir-là ont eu un impact. Éléonore et Vanessa ont été forcées de s'adapter à la vie sans ton soutien financier. Ça n'a pas été facile pour elles, mais c'était peut-être nécessaire. » Elle a poursuivi en expliquant qu'Éléonore avait pris un travail à temps partiel dans un grand magasin local et que Vanessa travaillait comme réceptionniste. Elles avaient déménagé dans un appartement plus petit et apprenaient à vivre selon leurs moyens pour la première fois depuis des années. « Je ne suggère pas que tu reprennes ton soutien », a précisé Patricia. Ce que tu as dit sur le respect mutuel était absolument correct. J'ai juste pensé que tu trouverais un certain réconfort en sachant qu'elles survivent et peut-être même qu'elles grandissent de cette expérience. La lettre m'a apporté une paix inattendue. Je n'avais pas voulu punir Éléonore et Vanessa. J'avais simplement eu besoin de briser le cycle de dépendance et de manipulation. Savoir qu'elles trouvaient leur chemin, même à contre-cœur, a levé un fardeau que je ne réalisais pas que je portais encore. J'ai répondu par une brève note courtoise, remerciant Patricia pour sa mise à jour et joignant des informations sur des cours d'éducation financière et des programmes de formation professionnelle dans leur région. C'était le soutien le plus constructif que je pouvais offrir maintenant, des ressources plutôt qu'un sauvetage. Julien et moi nous sommes rapprochés pendant cette période difficile. Son soutien constant et sa confiance inébranlable en moi ont aidé à guérir des blessures que je portais depuis l'enfance. Pour notre 2e anniversaire, il m'a demandé en mariage lors d'une promenade au coucher du soleil au jardin des Tuileries, et j'ai accepté sans hésitation. En commençant à planifier notre avenir ensemble, je me suis retrouvé à réfléchir profondément à la famille, ce que cela signifiait, ce que cela devrait être, ce que je voulais créer avec Julien. La famille dans laquelle j'étais né avait été définie par un amour conditionnel, la comparaison et le contrôle. La famille que nous construirions ensemble serait différente, basée sur l'acceptation, la communication honnête et un soutien sincère. Nos enfants ne douteront jamais qu'ils sont aimés pour exactement qui ils sont, ai-je dit à Julien un soir alors que nous discutions d'avoir des enfants un jour. Ils ne seront jamais comparés les uns aux autres ou obligés de sentir qu'ils doivent mériter notre approbation. Ils seront les enfants les plus chanceux du monde, a-t-il convenu, parce qu'ils t'auront comme mère. Ces mots, si simples mais si profonds, ont été un baume pour mon âme. Le cycle d'amour conditionnel et de manipulation émotionnelle qui avait défini mon enfance prendrait fin avec moi. Je ne transmettrai pas cet héritage. La plus grande leçon que j'ai apprise à travers ce douloureux voyage est que le véritable amour ne compte pas les points. Il n'exige pas de paiement ou de test de loyauté. Il ne retient pas son approbation ni ne distribue l'affection en fonction de la conformité. Le véritable amour est généreux, constant et inconditionnel. Pas parfait, mais fondamentalement respectueux des limites et de la personne. Fixer des limites avec des membres de la famille toxique n'est pas égoïste ou cruel. C'est un acte d'auto-préservation et finalement un acte d'amour, à la fois pour vous-même et pour eux. En refusant de permettre des schémas nuisibles, vous créez un espace pour une croissance et une guérison authentique, même si cette guérison se produit à distance. Aujourd'hui, 3 ans après cette confrontation, je suis en paix avec ma décision. Éléonore et moi avons un contact minimal, des cartes d'anniversaire, des emails brefs occasionnels. Ce n'est pas la relation mère-fille proche que je désirais désespérément autrefois, mais elle est honnête et durable d'une manière que notre dynamique précédente ne l'a jamais été. Vanessa a finalement lancé sa petite entreprise, une modeste boutique en ligne vendant des vêtements vintage qu'elle trouve elle-même. Elle l'a fait sans mon soutien financier, en utilisant un prêt à la création d'entreprise et ses propres économies. Il y a une fierté dans cette réussite qui aurait été impossible si je lui avais simplement donné l'argent. Quant à moi, j'ai trouvé une famille dans les liens que j'ai construits avec Julien, avec des amis qui me valorisent pour qui je suis, avec les parents chaleureux et accueillants de Julien qui m'ont adopté comme une fille.
J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang et que les liens les plus significatifs sont ceux construits sur le respect mutuel et l'attention sincère. Parfois, s'éloigner n'est pas abandonner. C'est simplement réaliser que vous méritez mieux.